Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Vous avez probablement vu ces images absolument folles qui circulent sur la toile où l'on voit un growler qui se transforme en sous-marin. Alors pour la petite note, si vous vous posez la question pourquoi est-ce que des fois c'est extrêmement difficile de retrouver un avion qui disparaît en mer, je pense que ces images vont vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, car oui, en fonction des conditions de pénétration dans l'eau, il n'y a pas forcément beaucoup de morceaux qui remontent à la surface. Donc à l'heure actuelle, vous avez les autorités de la ville de San Diego qui sont en train de contenir des fuites d'hydrocarbures. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est dans un premier temps, très rapidement, de voir quel est ce type d'aéronef, car c'est un growler, c'est un avion assez particulier, même si nous en avons malheureusement parlé il y a quelques mois sur la chaîne, car c'est pas la première fois qu'il y a une perte dans l'US Navy ces derniers temps. Ensuite, la base de North Island, on va quand même revenir dessus, parce que c'est officiellement la birthplace of naval aviation, l'endroit où l'aviation navale a été introduite, a été créée. Ils ont officiellement ce titre depuis 1963. Ensuite, derrière, on va regarder image par image ce que cette vidéo peut nous permettre de comprendre. Et grâce au bâtiment derrière, on a une bonne idée de où les pilotes se sont posés, où l'avion a terminé. Et vous allez voir que ça aurait pu être extrêmement pire. Et ensuite, derrière, on va terminer par parler de l'exercice Bamboo Eagle 25-1. Grand exercice. On ne sait pas encore si le growler y participé, mais c'est la raison pour laquelle il y a actuellement des chasseurs basés à North Island, alors que normalement, ils sont situés dans le nord de la côte ouest. Allez, jingle. Roger, ball. Et nous attaquons avec le growler, qui est en fait le remplacement du EA-6B Prowler. Pour faire très simple, il y a aux États-Unis des avions de guerre électronique, des chasseurs de guerre électronique qui vont accompagner les autres aéronefs. L'idée, c'est soit de passer devant et de gêner les systèmes solaires adverses ou leur système de communication, ou alors d'accompagner des vagues d'assaut pour les protéger grâce à leur pod de guerre électronique. En parlant de pod de guerre électronique, le growler justement, qui a été mis en œuvre à partir d'environ 2009, il y en a plus de 170 quand même qui ont été produits, donc il y a plus de growlers fabriqués que de Rafale en France à l'heure actuelle. Ils utilisent un tout nouveau système de guerre électronique qu'ils appellent le AN/ALQ 249. Alors il y a pas mal d'informations disponibles en source ouverte, même si ça reste assez flou pour savoir exactement ce qu'ils arrivent à faire. Les Américains ne communiquent pas énormément sur leurs capacités, mais l'on sait qu'avec la génération d'avant, le ALQ 99, ils arrivaient à empêcher la mise à feu à distance des objets explosifs improvisés en Irak. Donc ça veut dire quoi? On sait qu'ils peuvent probablement avoir un impact sur, par exemple, le réseau des téléphones portables. Donc à partir de là, ça vous permet d'imaginer toutes les possibilités que vous apporte ce type d'avion et la plus-value que vous avez à avoir ce type d'aéronef quand vous faites de la chasse offensive, par exemple. Maintenant, ça reste une cellule de Super Hornet, donc vous avez également des capacités RR, forcément des capacités de Suppression of Enemy Air Defense avec les fameux missiles AGM-88. Il y a d'ailleurs des nouvelles versions qui sont en fabrication. Donc c'est le type d'avion que vous voulez avoir dans vos Comao, comme on dit, dans vos gros vols d'assaut, parce qu'il va vous être extrêmement utile et il va également apparemment pouvoir bloquer les liaisons avions-missiles, les fameuses LAM. Comme vous le savez, il y a des recherches pour permettre du combat aérien de plus en plus loin, avec notamment des informations qui seraient transmises aux missiles en vol par d'autres vecteurs. Eh bien, le growler, entre autres, pourrait permettre de gêner cette liaison entre les avions ou les avions radars et le missile, ce qui reviendrait en fait à perdre votre missile s'il doit voler plusieurs minutes et que la position de la cible n'est pas mise à jour. Donc notre avion, il décollait de la piste 29, qui fait 2200 mètres environ, de la base de North Island. Et cette base, elle fait partie de l'ensemble Naval Base Coronado qui est absolument gigantesque. On y est allé il y a 2 ans pour des tournages, c'est absolument fou là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la base de Top Gun dans Top Gun 1. Ça, c'est la base des Marines de Miramar qui est à 25 km plus au nord. C'est 2 bases différentes. Mais c'est à North Island que Ellison, un officier de la marine américaine, dès 1911 s'est mis à s'entraîner, qu'il y a eu le premier appontage au large, on a également vu le premier ravitaillement en l'air et même le premier hydravion en 1911 dans cette zone. Donc c'est pour ça, comme je vous le disais, en 1963, ils ont décidé de lui donner le titre de lieu de naissance de l'aviation navale. À l'heure actuelle, basé à temps plein, vous avez des hélicoptères, des MH-60S,
Air et quelques C-40 Clipper, mais c'est surtout dans cette zone-là que vous allez retrouver les porte-avions de la côte ouest, avec le CVN 70, 71, 72, le Carl Vinson, le Teddy Roosevelt, le Lincoln, un total donc de 16 escadrons d'hélicoptères, ou flottilles comme on dit dans la marine. Et pour le petit quart d'heure historique, sachez que Glenn Curtis, qui est un pilote très connu aux États-Unis, juste avant que ça devienne une base militaire, a entraîné sur ce site des Japonais, dont un certain Yamada, qui deviendra, pendant la Seconde Guerre mondiale, le général en chef de l'aviation navale japonaise. Donc c'est Curtis qui, à North Island, avait fait de Yamada un naval aviator. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que notre growler du jour, il s'est écrasé à quelques centaines de mètres seulement de la Japanese Friendship Bell, de la cloche de l'amitié japonaise qui est située sur Shelter Island, juste dans l'axe de la piste. Que nous révèle la vidéo? Vous voyez que les conditions météo ne sont pas bonnes. San Diego, soit il fait très beau, soit vous êtes dans le brouillard. Là, clairement, ils étaient dans des conditions dites de brume, avec une visibilité inférieure à 5 km. Il faut attendre les comptes rendus pour avoir la météo exacte. Ce que l'on sait, c'est que l'avion était train sorti, que l'équipage a déclaré une urgence et qu'ils sont sortis pour finir à environ 700 mètres du seuil de la piste 11, donc en bout de piste. Leur avion a poursuivi train sorti, initialement avec une attitude qui a l'air plutôt néo, on voit sur la photo, mais après derrière, il est venu percuter avec un fort angle à environ 1,5 km de là où les pilotes sont sortis. Et c'est ça qui est intéressant. C'est, à l'heure actuelle, on ne sait pas, ce qui s'est passé entre le moment où les pilotes sont sortis et le moment où on retrouve notre avion qui est en train de piquer de manière extrêmement forte et d'après une vidéo, on ne sait pas encore si elle est authentique ou pas, avec beaucoup de hauteur. Donc ce qu'il faut savoir quand un équipage s'éjecte, c'est que des fois, vous pouvez avoir un couple au niveau de l'avion. Alors, ça n'arrive pas tout le temps. On a vu, par exemple, des F-35 voler pendant 10 minutes sans souci. On a vu d'autres types d'avions voler très longtemps et même se reposer dans des champs derrière. Tout peut arriver. À l'heure actuelle, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que normalement, on devrait réussir à savoir. Maintenant, ce qui est remarquable, c'est pourquoi est-ce que le train n'était pas sur rentrée. Normalement, à peine vous faites votre décollage, vous avez vario positif, vous allez rentrer le train. Si vous avez un problème au niveau des moteurs, vous allez rentrer le train. Pourquoi est-ce que rentrer le train est presque un automatisme dès que vous avez le vario positif? Eh bien, tout simplement parce que c'est de la traînée supplémentaire. Donc, si votre avion a le moindre souci de pousser, vous allez vouloir rentrer le train. Pourquoi est-ce que vous voulez sortir d'un avion? Vous voulez sortir d'un avion de combat, soit parce que vous avez un problème au niveau des moteurs, et malheureusement, c'est déjà arrivé au niveau de la ville de San Diego. Rappelez-vous, en décembre 2008, c'était un F-18D des Marines qui était en qualification à l'appontage de nuit, qui a un souci au niveau d'un réacteur, qui fait un retour vers Miramar pour y prendre des brins d'arrêt et s'arrêter en toute sécurité. Et alors qu'il est en approche à Miramar, son autre réacteur le lâche et il se retrouve à devoir s'éjecter après avoir essayé de viser une zone non éclairée à 400 pieds sol et malheureusement son avion a fini sur une maison où il y avait une grand-mère, une maman et ses 2 bébés de 15 mois et 2 mois qui malheureusement n'ont pas survécu. Donc si vous parlez de F-18 et de San Diego, forcément le souvenir est douloureux. Ça avait été imputé à une erreur de maintenance. Donc dans un cas comme ça, vous avez un bimoteur, il n'y a plus de moteur, vous sortez. Mais généralement avant, vous rentrez le train dans un cas de décollage. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre avec l'enquête. Et si vous vous demandez si c'est pas un vidange du carburant, pourquoi pas, mais généralement les procédures vont être de d'abord larguer ce que vous avez sous les ailes. Donc vous décollez, vous avez un souci, normalement, vous rentrez le train, ensuite vous larguez les charges, et là ça tombe dans l'eau, il n'y a aucun souci, de manière à 1. Alléger l'avion, 2. Réduire la traînée. Et dans un troisième temps, vous allez penser à faire de vite à vidanger le carburant disponible à bord de manière à vous alléger et vous mettre au poids, ce qui est une procédure typique dans l'aéronaval où souvent nous devons vidanger du carburant afin d'alléger l'avion pour lui permettre d'apponter à une masse qui soit compatible avec la résistance des matériaux, que ce soit du train d'atterrissage ou des brins d'arrêt. Et si vous voulez être tout à fait complet, sachez que sur F-18, la vidange s'effectue au niveau du sommet de la dérive, de chaque côté. Donc ces 2 traînées derrière notre growler, si elles proviennent effectivement d'une fuite de pétrole, ne sortent pas par l'endroit normal et ne sont donc sûrement pas le résultat d'une volonté de l'équipage de vidanger le pétrole en interne, mais auraient plutôt tendance à venir, il semblerait, peut-être de réservoirs accrochés à l'avion, qui sur certains modèles
peuvent être percutés, mais là, il est urgent d'attendre le compte-rendu de l'enquête. Voir l'avion avec le train sorti, les charges sous les ailes et ces 2 traînées va forcément interroger toute la communauté et les enquêteurs. Et vous pouvez imaginer à de multiples variantes. Par exemple, le train ne veut pas rentrer, alors ils veulent alléger, mais là, ce ne serait que de la spéculation. Laissons la police faire son travail. On peut avoir un souci au niveau de la contrôlabilité des avions, par exemple une panne hydraulique totale. Ce serait quand même pas banal sur ce type d'avion où il y a de la redondance, mais tout est possible. Vous pouvez avoir également des collisions aviaires qui arrivent au pire moment, ou une autre possibilité qui, elle, est due à la longueur de la piste. La longueur de la piste n'est pas énorme. On est sur du 2200 mètres, ce qui est normalement largement suffisant pour un avion de combat, mais ce qui vous amène à avoir des petits calculs de à quel moment est-ce que je décolle, à quel moment est-ce que j'interromps, qui peuvent être intéressants. Alors maintenant, pour contrecarrer un petit peu ce que je vous dis, si on zoome sur les images, vous voyez clairement que ce sont des bases de la marine. Sur les bases de la marine, il y a des brins d'arrêt. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si lors de la course au décollage, vous avez un souci, dans certains cas, si vous avez dépassé V1, la vitesse de décision, vous allez vous dire je suis obligé de continuer, il faut que je décolle parce que je n'ai plus la distance nécessaire pour m'arrêter. Dans le cas des terrains de la Navy, puisque vous avez des brins, ou sur certains terrains de l'armée de l'air, des barrières en bout de piste, eh bien vous pouvez dépasser cette V1 et quand même rester au sol. Ça veut donc dire que vous pouvez prendre le choix, même à très haute vitesse, de ne pas décoller, de rester au sol, sachant que vous allez sortir de piste, mais vous allez être arrêté par un brin d'arrêt ou par une barrière d'arrêt avant la sortie de piste, ce qui rend le métier, la prise de décision en cas de gestion de panne lors de l'accélération au décollage, plus facile normalement pour un pilote de combat que pour un pilote de ligne qui, au-dessus de la V1, va devoir décoller. Alors, juste une toute petite anecdote, parce que celle-là m'a fait rêver quand je l'ai retrouvée hier soir. Cette base de North Island, on a dit qu'elle a été créée en 1917. Eh bien, sachez que son tout premier commandant, c'était le lieutenant-commandeur Spencer. Là, vous allez me dire que vous en fichez. Sauf que, accrochez-vous bien, il était marié à Wallis Warfield, qui a fini Wallis Warfield, Spencer. Ils ont divorcé, elle s'est remariée. Simpson, elle a redivorcé, elle s'est remariée. Windsor, comme vous le savez, je suis franco-canadien. Canadien égale la couronne d'Angleterre. Windsor, ça vous parle? Eh bien, le roi Édouard, qui a abdiqué en 1936, c'est pour se mettre en couple avec la première femme du premier commandant de la base de North Island. Voilà, vous aurez au moins appris quelque chose aujourd'hui. Pour en revenir à notre accident, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une enquête du JAG, une enquête technique. Nous ne saurons pas probablement les comptes rendus de l'enquête technique qui sont maintenant classifiés par les Américains. Par contre, l'enquête du JAG, d'ici 2 ans environ, nous devrions pouvoir y accéder, même si toute une partie sera classifiée. Point très important. Regardons un petit peu la carte, car les Américains ont eu beaucoup de chance. Pourquoi je vous dis qu'ils ont eu beaucoup de chance? Parce que dans l'axe de piste, légèrement à gauche, vous avez ce grand bâtiment que l'on voit, c'est le NIWC, c'est le Naval Information Warfare Center du Pacifique. Pas mal de têtes pensantes qui sont dans ce bâtiment, mais surtout juste derrière, vous avez beaucoup de réserves de carburant. Et quand on regarde sur Google, ils nous disent que c'est du Naval Jet Fuel Tank. Donc si c'est du jet à 1, précipiter un avion, un growler qui fait à ce moment-là environ 25 tonnes dedans, aurait pu poser plus de soucis aux Américains que le fait qu'il termine dans l'eau à environ 420 mètres des réservoirs. J'ai bien dit 420 mètres, vous doutez bien que ça s'est joué à absolument pas grand-chose. Donc cet événement, il n'y a pas mort d'homme au sens premier, mais va forcément amener les Américains à réfléchir un petit peu à leur procédure et également à l'équipage, à se poser des questions et aux autres équipages. Est-ce que j'ai suffisamment orienté mon avion vers une zone non habitée? Ils ont réussi, hein. Mais quelle a été l'action des équipages? Car je vous rappelle que normalement, le bon chasseur, quand il pense à la sécurité, il pense en 1 à tuer personne au sol, en 2 à ne pas mourir et en 3 à ne pas casser son avion. Pourquoi c'est important de bien le traduire dans cet axe-là? Car on l'a vu malheureusement en 2008, on le voit malheureusement régulièrement, votre avion de 20 tonnes, c'est une arme, donc il faut s'assurer qu'elle soit dirigée vers une zone non peuplée, non habitée, avant de s'éjecter. On verra si c'est ce qu'ils ont fait. Dans tous les cas, il y a toujours du retour d'expérience qui est très intéressant pour les opérateurs. Autre point, si votre avion n'est plus du tout contrôlable pour des raisons hydrauliques,
où on avait vu avec un F-35. Là, vous faites ce que vous pouvez malheureusement. On termine avec Bamboo Eagle, le 25-1, qui arrive juste après le Red Flag de Nennis. Pour rappel, le Red Flag de Nennis, ils viennent de fêter leurs 50 ans et maintenant, depuis 2 ans, ils envoient un exercice appelé Bamboo Eagle où ils projettent l'Air Force américaine, mais également des alliés. Là, il y a les Australiens, il y a les Britanniques, il y a des Canadiens également qui participent dans le Pacifique, au large de la Californie. Pourquoi cet exercice est intéressant? Parce que ça leur permet de faire d'énormes projections. Et la difficulté quand on projette beaucoup de chasseurs, c'est le pétrole. Et ce Bamboo Eagle met en avant le fait que les Américains commencent à réfléchir avec leur MQ-25, avec des nouveaux prototypes, à quelque chose qu'on n'a pas vraiment encore intellectualisé en Europe, qui est la projection furtive d'avions de combat et de leurs tankers. Donc la prochaine étape dans le Pacifique semble être la capacité à projeter des Komao, ces gros vols, ce que les Italiens appelaient les balbos, projeter tout ça de manière furtive, F-35 furtif, tanker furtif, et ça c'est peut-être ce qui nous attend dans 25 ans, pouvoir faire traverser à des grandes étendues des flottes entières sans qu'ils soient facilement détectables. La problématique forcément, c'est qu'entre les satellites et des radars à d'autres types de formes d'ondes, des formes d'ondes plus larges que la bande X-ray contre laquelle est faite la furtivité, ça peut poser des soucis. Mais vous voyez en tout cas la réflexion, comment est-ce qu'on peut réussir à projeter des avions ou des drones sur de très longues étendues, sachant qu'entre la côte ouest des États-Unis et la Chine, vous avez quand même plus de 10 000 km. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, en conférence, en intervention chez vous, pourquoi pas en mai sur un de nos stages. Il y a tout ça sur le site Débrief. Et moi, pour tout vous dire, je n'ai tout juste de terminer mon prochain livre qui est sur la sécurité aérienne quand j'ai vu l'accident. Mais encore une fois, il n'y a pas mort d'homme, il a terminé dans l'eau et les pilotes ont l'air d'aller bien. On voit un capitaine, ils ont été emmenés à l'hôpital, mais je pense qu'ils pourront voler assez rapidement. Allez, fly safe.